En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 18 novembre 2025 et je reçois Caroline Monet, une artiste aux multiples identités et formes d'art. Entre deux jurys de festivals cinématographiques, des expositions et la réalisation de son prochain film, elle a pris le temps de venir nous voir à Brave pour nous parler de sa manière de mener sa vie sans compromis. Lors de l'entrevue, vous pourrez entendre son courage tranquille, son instinct, le respect de son rythme et surtout la défense de son intégrité. Bonne écoute. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Tellement contente de te recevoir à Brave. Oui, merci de l'invitation. Merci à vous tous de vous être déplacés pour m'entendre radoter. Puis, ouais, je suis très contente d'être ici. Super. Et toi qui as une carrière florissante et que tu peux vraiment choisir tes projets maintenant, je me demande, qu'est-ce qui, ces jours-ci, là, t'emballe, t'excite, là? Qu'est-ce qui m'emballe? Ben, des projets, je dirais, qui me sortent de ma zone de confort. Des projets où je sens que je vais pouvoir apprendre des choses, grandir. Moi, j'aime pas trop être dans mes pantoufles. C'est peut-être pour ça que je touche tellement de différents médiums, c'est que ça me garde curieuse, ça me garde active. J'aime ça jongler différents projets parce que c'est ça, ça me permet de collaborer avec toutes sortes de monde, que ce soit des consultants en architecture, que des couturiers, des musiciens. Donc, aujourd'hui, je regarde des projets où je peux grandir personnellement, autant professionnellement, mais aussi personnellement, où je vais être déstabilisée. Y en a-tu en particulier qui te déstabilise actuellement? En ce moment, je dirais que le cinéma prend un peu plus de place. Ça fait quand même 5 ans que je me suis donné un peu corps et âme plongée dans les arts visuels de façon très intensive, en sachant que le cinéma et la vidéo, c'était mon premier amour quand même, premier médium que j'ai touché. Puis là, on dirait que ça veut prendre un peu plus de place parce que c'est là où j'ai le plus peur. Donc peut-être c'est là qu'il faut que j'aille un petit peu. Ouais. On va reparler de ça. Tu es née d'un père breton et d'une mère Anishinaabe. Oui. Ton père est notaire et ta mère est fonctionnaire. Tu as aussi une sœur aînée, Émilie. Puis toutes les deux, vous avez passé votre enfance à Aylmer, en Outaouais. Oui. À 2 heures, à peu près au sud, je pense, de Maniwaki, qui est pas loin de la communauté où ta mère est née. Oui. Puis vous avez passé vos étés en Bretagne. Dans le Finistère, oui. Dans le Finistère. Un village qui s'appelle Douarnenez. Oui. Très, très beau village de pêcheurs de sardines. On a fait la navette entre Douarnenez et le Québec. Et je pense que ça a vraiment construit mon imaginaire. Ça a vraiment influencé tout ce que je suis, cette hybridité. On dit souvent que l'identité est intrinsèque à un territoire, mais qu'est-ce qui se passe quand on vient de 2 territoires distincts? Moi, j'aime pas plus mon père que ma mère. J'aime pas plus la Bretagne que le Québec. C'est vraiment, j'ai un attachement très profond, presque viscéral aux 2 territoires. Oui. Est-ce que tu as vécu une crise d'identité avec un S à un moment donné dans ta vie? Ah, bien, c'est sûr, quand on est métissé, quand on vient, on n'est jamais assez ou on est toujours trop. Tu sais, on a comme un pied dans les 2 mondes. Donc, c'est sûr, mettons, quand j'allais en France, bien, je voyais le regard que les Français portaient sur ma mère, de cette autochtone. C'était très exotique, c'était un regard romantique. Même parfois, on l'appelait squaw, puis les gens comprenaient pas pourquoi c'était péjoratif, puis que c'était un mot qu'il fallait pas utiliser. On était comme trop quelque chose. On était québécois, mais on n'était pas vraiment québécois parce qu'on est Anishinaabe. On était canadiens, mais on n'était pas tout à fait français. Puis quand j'étais au Québec, ben j'étais pas tout à fait québécoise non plus parce que mon éducation culturelle était plus française. Puis j'étais Anishinaabe. Puis donc, c'était toujours des rapports un peu nébuleux par rapport à l'identité. Puis maintenant, je comprends qu'on peut être 100% quelque chose puis 100% autre chose. Fait qu'on peut être 200%. J'ai pas besoin d'être 50% de quelque chose. C'est une force. Mais c'est sûr qu'à l'adolescence, quand tu te cherches puis que tu essaies de trouver ta place dans le monde, ben ça devient compliqué. Tu essaies comme n'importe qui, tu essaies de te faire accepter par les autres. Puis...
Puis la culture Anishinaabe, justement, là, dans ta jeune enfance ou dans ta petite enfance, même jusqu'à temps que tu deviennes préadolescente, c'était vraiment pas présent dans ta vie? Mais je dirais pas que c'était pas présent. Je veux dire, on retournait quand même à Kitikani pour les fêtes ou pour funérailles, mariages, tous les événements très importants. Je dirais plus que c'est quand j'ai grandi à une époque où la culture, ou en tout cas les Premières Nations n'étaient pas célébrées au Québec, là. Puis j'avais pas nécessairement de modèle positif à l'extérieur de ma famille. Je pense qu'on a hérité de beaucoup de culpabilité et de honte dans nos familles autochtones. Donc, par exemple, je veux dire, mon grand-père, c'est jamais, il nous disait toujours, tu sais, dis-les pas que t'es autochtone à l'école, mais parce que c'est des conséquences aussi de son expérience qu'il a vécu du racisme. Lui, quand il était enfant, ma mère, elle disait toujours célébrer le fait que vous êtes française, mais le côté Anishinaabe, ben c'était comme, tu peux le cacher, tu vas aller plus loin dans la vie si tu le caches. Donc, je pense qu'il faut juste rappeler aussi le contexte sociopolitique de l'époque où on n'en parlait pas dans les médias, les gens, il y avait encore beaucoup de préconceptions ou d'ignorance par rapport à nos réalités. Puis comme on peut comparer à plusieurs immigrants qui n'ont pas enseigné le portugais ou l'italien à leurs enfants, puis qui veulent s'assimiler à tout prix pour pouvoir accéder à des jobs, pour pouvoir pas avoir d'accent, pour pouvoir... Donc, c'était plus dans ce contexte-là. Mais je trouve ça beau de voir à quel point ça a changé. Puis, entre la génération de mon père, mon grand-père, puis la mienne, il y a un monde de différence. Puis, la différence aussi entre à mon époque, quand j'étais enfant, puis aujourd'hui, il y a un monde de différence. Puis ça, c'est vraiment beau à voir. Mm-hmm. Puis pourtant, tu n'as jamais habité dans la communauté? Non, j'ai jamais habité à Kitikani. Par contre, ma mère est née là-bas. Ils sont partis de la réserve quand elle avait autour de 7 ans. Mon grand-père a décidé de sortir sa famille de la communauté. Mais c'est un acte de survie là, à ce moment-là. C'est pour avoir accédé des jobs, pour pouvoir qu'ils puissent aller à l'école. Puis, faut rappeler aussi tout le contexte de la loi sur les Indiens aussi. À cette époque-là, si tu voulais accéder à une éducation, ben, il fallait que tu renonces à ton statut d'Indien. Donc, il y a toute cette période d'affranchissement de ton identité autochtone par rapport au gouvernement canadien. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a tout ce bagage-là qui est très présent dans ma famille. Puis, je pense que aujourd'hui, m'identifier comme femme autochtone, c'est un acte politique dans le sens où les politiques d'assimilation du gouvernement canadien n'ont pas fonctionné dans ma famille, alors que ça aurait très bien pu. Parce que ça a été très agressif, peut-être parce qu'on habitait à Ottawa ou en tout cas la région, peut-être parce qu'on était plus sujet à ça, parce qu'il y a eu beaucoup de pauvreté, puis vouloir accéder à une classe sociale plus élevée. Donc, moi, je suis très fière de ça, finalement, on a été assez résilients et assez forts pour que ça ne fonctionne pas. Si on se ramène à ton enfance et tu es en Bretagne, puis tu as 11-12 ans à peu près, puis je pense qu'il va y avoir un moment qui va être vraiment clé pour toi. Tu vas aller au cinéma, puis tu vas voir quelque chose qui va... Changer ma vie. Changer ta vie. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un moment très déterminant dans ma vie. Il faut savoir qu'à Douarnenez, ils ont un festival de cinéma des minorités. Et donc, à l'âge de 11-12 ans, ils avaient mis de l'avant les Premières Nations. Et c'était Alanis Obomsawin qui était une de leurs invitées d'honneur. Et elle présentait 270 ans de résistance, le film sur la crise d'Oka. Et moi, je vois ça sur grand écran pour la première fois. Et c'est quand même hallucinant que j'ai été obligée de traverser un océan Atlantique pour voir des Autochtones pour la première fois à l'écran. Donc, d'être en France, d'être dans ce petit village-là, puis de finalement me reconnaître à l'écran. Puis elle était là pour parler de son film. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris le pouvoir des médias pour comme un outil vraiment puissant de communication, d'éveil des consciences. Puis je me rappelle me dire que moi aussi, je voulais prendre une caméra pour changer le monde, là, aussi utopique que ça. Mais j'avais envie d'utiliser l'image et le journalisme et j'avais envie d'être comme elle, en fait. Tu avais envie d'être journaliste? Oui, moi, à la base, je voulais être journaliste. Je voulais voyager. Mm-hmm. Et je pensais que le journalisme allait m'aider à voyager. Ouais, puis tu as voyagé avant d'être journaliste parce que tu étais vraiment avide d'expérience et de voyage. Ouais. Donc, tu as fait des études nomadistes, on pourrait dire.
En tant que... On va dire, j'ai commencé quelque part, j'ai fini ailleurs. Oui, mais tu as passé par 3-4 places. Donc, tu as fait des études en sociologie, en communication. Ouais. Tu as commencé à Ottawa. Ouais. Ensuite, tu étais allé à Grenade, en Espagne. En Andalousie, oui, dans le sud de l'Espagne. Et tu as fait, à travers ça, 4 mois en Andalousie, pas en Andalousie, excuse-moi, en Amazonie. Oui, C'est une autre région. Mais c'était pas nécessairement ça, c'était comme un stage, Ben, je en pense. fait, j'ai pris une pause de 4 mois pour aller faire ce stage en Amazonie, à la frontière de la Guyane et du Brésil. Et ils ont sélectionné 10 jeunes autochtones, leaders autochtones à travers le Canada pour aller passer 4 mois en Amazonie. Puis c'est ça, moi, je pense que c'était une époque où j'avais soif d'aventure, soif de découvrir le monde, sortir de chez moi aussi, littéralement. Quand on a cet âge-là, on a envie pas d'être loin de ses parents, mais d'aller vivre sa vie. Donc ouais, je suis allée faire ce stage-là qui était plus dans le cadre de mes études sociologiques. Oui. Puis tu as terminé tes études. À Winnipeg. Là, je mets entre guillemets parce que, bon, c'est pas clair si tu as terminé, mais tu as terminé. Tu as ton diplôme. À Winnipeg. Oui. À Winnipeg. Oui, j'ai habité 5 ans à Winnipeg, une période très déterminante pour moi dans ma vie. C'est là que j'ai commencé à faire du cinéma. C'est là que j'ai commencé à toucher. J'ai rencontré des artistes pour la première fois. Peut-être c'est le déclic où je me suis dit, moi, je veux devenir artiste dans la vie. Parce que, comme on l'a dit, je viens pas d'une famille artistique. J'avais pas de modèle d'artiste dans ma famille. Je savais pas qu'on pouvait en faire un métier, en fait. Et à Winnipeg, j'ai fait un premier court-métrage. J'ai continué, j'ai pu en faire plusieurs. J'ai commencé à toucher les arts visuels. Donc, ça a été très déterminant pour moi, cette période. Je pense que c'est là que tu es devenue Caroline Monet. Peut-être. Je pense Non, je pense que encore aujourd'hui, je deviens encore Caroline Monet. Je pense que c'est tout un processus de se définir. Et tu as aussi, mais avant de vraiment devenir une artiste, je pense que tu as travaillé à Radio-Canada. Oui, j'ai travaillé Winnipeg. Une brève période à Radio-Canada. Oui, comment ça s'est passé? Dans la salle de nouvelles. Au départ, je pense que c'était le fun parce que j'étais encore aux études. Donc, pour moi, c'était un emploi étudiant. C'est quand même pas mal comme emploi étudiant de travailler à Radio-Canada. Mais j'ai travaillé très, très brièvement dans la salle de nouvelles comme recherchiste. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas pour moi le journalisme, ou en tout cas le travail salle de nouvelles, 2 minutes, de raconter quelque chose en 2 minutes. Et puis, il y a eu le moment où il fallait que je propose des sujets à couvrir dans la journée. Et il y avait à l'époque, qui était très nouveau, mais il y avait cette marche pour les femmes autochtones disparues, assassinées. Et j'avais proposé ça comme sujet parce que je trouvais ça très important. Et finalement, ils avaient décidé d'aller couvrir un poisson rouge pris dans une gouttière. Et ça m'avait tellement choquée, comme tout mon corps en tremblait, que j'ai donné ma démission sur le champ. Et la carrière de journaliste a pris... Et après, j'ai tombé dans le cinéma expérimental et ça, c'était comme une révélation pour moi. Puis, il y a aussi à Winnipeg, tu m'as expliqué qu'il y avait 30% des personnes qui vivent à Winnipeg qui sont d'origine... C'est très vibrant, la communauté autochtone là-bas. Moi, c'est ce que, quand j'ai débarqué pour la première fois à Winnipeg, puis même juste d'aller dans un supermarché, puis de voir des familles, de voir des gens... de comprendre que ça fait partie de la fabrique de la société, de la vie. Ça a été ça a été tellement inspirant. Il y avait une effervescence. Il y a une galerie d'art contemporain qui s'appelle Urban Shaman, qui pour moi a été comme... Ils m'ont ouvert les portes, puis là, c'était foisonnant de créativité, de gens. Je rencontrais des architectes, juste toutes sortes de monde, de tous les métiers, puis c'était comme, OK, il faut que je reste ici, il y a quelque chose qui se passe. Comme une plaque tournante. Oui, on ne s'attend pas à ça, de Winnipeg. Mais je pense Winnipeg, pour ceux qui ne connaissent pas, puis d'ailleurs, il y a des gens de Winnipeg qui me connaissent depuis au moins 15 ans qui sont dans la salle. C'est pas politically correct ce que je viens de dire. Excusez. Mais moi, j'avais ce sentiment qu'à Winnipeg, tout est possible. Ouais. Et ça, en tant que jeune artiste... Mais j'aime ça que tu en parles parce que on a plein d'autres idées reçues sur Winnipeg. Donc, continue, explique-nous. Bien, je veux dire, moi, je suis allée à la base, je devais rester 6 mois pour apprendre l'anglais. Je suis restée 5 ans. Ouais. Donc, c'est pour dire que j'ai quand même trouvé quelque chose qui m'a rempli, qui m'a challengée aussi, qui m'a permis de vivre plein d'expériences, de faire de l'art, de pouvoir commencer à expérimenter des formes artistiques et trouver une voie. Ouais. Ça m'a permis de
prendre confiance en moi. Et à cette époque-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai voyagé pas mal de communautés dans le Manitoba. J'ai pu faire beaucoup de cérémonies. J'ai pu rencontrer beaucoup d'aînés. Fallait que tu gagnes ta vie aussi. D'être vraiment ancré dans la culture. Oui, il fallait que je gagne ma vie. Donc j'allais enseigner la vidéo dans les écoles sur les communautés à travers le Manitoba, dans le Nord. C'était comme ça que tu arrivais à visiter ces communautés-là, entre autres. Oui. Puis tu as rencontré aussi des gens qui ont été marquants pour toi. À Winnipeg, tu as rencontré l'Américain, je pense qu'il s'appelle Jeffrey Gibson. Jeffrey Gibson. Il y a eu une galerie d'art contemporain qui s'appelle le Plug-in Art Institute. Avait mis sur pied la première, j'ai envie de dire, manifestation d'art contemporain international autochtone. Et à cette époque-là, c'était en 2008. Je pense que c'était jeune, là, en tout cas, je ne sais plus, c'était 2008 ou 2010. Et il y avait des gens comme Jeffrey Gibson qui a représenté les États-Unis à la Biennale de Venise, Kent Monkman, qui est en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'était ce genre d'artistes, Rebecca Belmore. C'était des grands artistes qu'on a aujourd'hui dans l'art contemporain autochtone. Puis ça m'a beaucoup inspirée. Puis je pense aussi que tu n'as peut-être pas rencontré Sébastien, ton conjoint, là-bas, mais vous avez continué votre vie à Winnipeg. Oui, ça a été un facteur important aussi. Mon amoureux est né à Winnipeg et lui, sa famille vient de Opaskwayak Cree Nation, qui est au nord, 7 heures au nord de Winnipeg. Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai atterri à Winnipeg parce qu'on s'est retrouvés après mes 4 mois en Amazonie. On a atterri à Winnipeg. Puis c'est moi qui lui ai dit, finalement, on va rester ici. On ne prendra pas l'autobus pour rentrer à Montréal. Est-ce que tu vas visiter souvent la belle famille à 7 heures de route au nord de Winnipeg? C'est sûr que c'est loin. Je ne retourne pas à Winnipeg aussi souvent. Là. C'est sûr que la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour des funérailles. Donc, c'est un moment un peu triste, mais c'est toujours un plaisir de retourner par là-bas. Est-ce que c'est toujours aussi foisonnant sur le plan artistique et sur le plan de l'art autochtone à Winnipeg aujourd'hui? Je pense que Winnipeg est un incontournable. Il y a des artistes extraordinaires. Puis pas juste en art autochtone. Il y a des artistes contemporains canadiens qui sont là. Puis c'est peut-être parce qu'il fait si froid et si noir pendant longtemps. Il y a comme ce bouillonnement de vouloir faire quelque chose. Puis c'est ça, en fait, que j'aimais aussi. On faisait des affaires... on développait nous-mêmes notre pellicule 16 mm. Il y a toujours des jams de musique dans les sous-sols. J'avais l'impression qu'on n'avait pas grand-chose à faire, fait qu'on faisait quelque chose. Puis vu que c'est une ville assez petite, toutes les disciplines se mélangent. Fait que je côtoyais beaucoup de chorégraphes, d'architectes. C'était pas juste soit le cinéma ou soit les arts visuels. Fait que ça, je trouve ça très riche. Ben oui. Puis ça l'a guidé le restant de ta carrière, je pense. C'est peut-être pour ça que je veux toucher à tout. Caroline ne choisit pas. Elle embrasse, elle rassemble. Et dans notre monde qui nous pousse souvent à nous définir, à entrer dans une case, c'est beau de l'entendre dire « Moi, je suis tout ça ». Et là, tu vas donc commencer ta vie d'artiste à Winnipeg, puis un jour, ta mère te visite. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle découvre, puis comment réagit-elle? Mais ma mère, quand je suis partie à Winnipeg, elle était comme, on va vivre ta vie, tout ça. Elle pouvait pas me dire grand-chose parce qu'elle avait quand même quitté sa famille pour suivre un Français en France. Donc, elle pouvait pas non plus me dire grand-chose. Mais c'est sûr que je pense qu'elle comprenait pas que je voulais vraiment être artiste comme un métier. Donc, elle débarque à Winnipeg, puis mon appartement, c'est un espèce de loft. Là, c'est très romantique, là, les lofts urbains dans le Exchange District de Winnipeg. Mais là, elle arrive, puis j'ai ma douche dans la cuisine, puis la salle de bain, c'est comme partagé avec tous les autres locataires des appartements. Puis ma chambre à coucher dans une ancienne voûte de banque. C'est un peu glauque, en fait. Mais donc, elle se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Puis, je veux faire du cinéma, je veux être artiste. Fait comme, ouais. Donc, je pense que ça a été un choc pour elle. Mais après, maintenant, elle me voit aller puis elle comprend que c'était pas juste un hobby. Là. Puis toi, qu'est-ce que ça t'a fait à ce moment-là de la voir réagir comme ça? Ah, c'est une bonne question. Je pense que j'ai juste eu envie d'éprouver que j'étais capable, puis que j'avais pas besoin de personne, puis que mon instinct était bon, puis de toute façon, j'aurais toujours fait à ma tête, je pense.
Là, tu vas créer ta première œuvre, disons, publique. Est-ce qu'on peut dire ça à Winnipeg? C'est un court-métrage. Oui, C'est-tu Ikwe? Ikwe, qui Ouais. veut dire femme en Anishinaabe-Mowin, à travers le Winnipeg Film Group. Oui, puis tu crées une œuvre et tu es sélectionné au Festival de Toronto, Oui, Puis Festival c'est- international de Toronto. le TIFF. Oui, le TIFF. Oui. Et c'est un succès immédiat, dans le fond. Tu es une jeune artiste, tu crées une œuvre, ta première œuvre est sélectionnée. Comment tu réagis? Mais c'était très drôle. J'avais pas compris que c'était un gros festival de classe A, là, comme on dit. Tiens, dans le monde, il y a la Berlinale, Cannes, puis il y a TIFF. Puis j'avais pas compris. C'est les gens autour de moi qui m'ont dit, mais est-ce que tu réalises? Tu t'en vas à Toronto avec ton film. Puis quand je suis arrivée comme invitée au festival, puis que là, il y avait des galas, puis des vedettes, puis tout ça, j'ai comme, wow, OK, c'est un autre monde. Puis j'ai tellement tripé, en fait, de rencontrer d'autres cinéastes, de voir plein de films. L'univers du festival, c'est vraiment vibrant, puis c'est des voix qui viennent de partout dans le monde. Puis qu'on pense que ma voix peut contribuer au dialogue ou peut contribuer à la conversation. Ça m'a donné envie d'en faire un deuxième tout de suite. Puis Un ça troisième. fait effet boule de neige. Oui. Grâce à cette crédibilité-là, j'ai pu, pour la première fois, appliquer au Conseil des arts pour faire un deuxième film, faire un troisième film. Puis là, après ça, ben, je me rappelle, j'ai lâché ma job, puis j'ai juste voulu faire ça. Hmm. Et donc, tu as commencé en cinéma, puis pendant plusieurs années, mais il y a un événement qui va faire en sorte que tu vas te consacrer aux arts visuels. Peux-tu nous parler de cette résidence d'artistes, en fait, qui a eu lieu à Montréal, à l'Arsenal? La résidence s'appelait Les Contemporains. Oui, donc moi, je venais de déménager à Montréal. Vraiment, vraiment, je pense que ça faisait 3 mois que j'étais à Montréal. Et j'ai vu passer cette opportunité par l'Arsenal Art Contemporain et le Musée d'Art Contemporain. Ils sélectionnaient 6 artistes pour faire une résidence de 7 semaines à l'Arsenal. Et chaque semaine, il fallait créer une nouvelle œuvre. Puis on était critiqués par des commissaires et des gens importants du milieu. Moi, on m'a choisi sûrement pour mon background en vidéo, mais pour moi, c'était impensable de faire une vidéo en 4 jours parce qu'il faut savoir, tu as 4 jours pour faire l'œuvre, puis la dernière journée, il faut que tu l'installes dans l'espace pour que les critiques viennent la voir, comme si c'était une présentation dans un musée. Donc là, moi, faire une vidéo, le tourner, le monter, faire la musique, l'écrire, j'ai dit, c'est impossible. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la sculpture. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire en 4 jours? Donc, je me suis tournée vers l'objet, je me suis tournée vers l'installation. Puis, en fait, j'ai adoré cette relation à l'objet, cette urgence de créer la relation au corps aussi, qui est pas du tout la même en vidéo. Il y a quelque chose de très cérébral quand même dans le cinéma, tout est dans la tête, dans les émotions, oui, mais pas dans la même façon. Puis là, j'ai commencé à faire des sculptures en béton. Il y avait quelque chose de très physique que j'ai adoré. Ouais. Puis bon, bien sûr, cette résidence-là, c'était extraordinaire parce que chaque semaine, tous des membres clés de l'industrie d'art contemporain venaient visiter des visites d'ateliers, dans le fond. Puis j'ai rencontré en si peu de temps tout le milieu artistique. Quel cadeau qu'on m'a fait quand même. Mais tu avais pris le risque de venir t'installer à Montréal quelques mois plus tard. Puis Oui, c'est- parce que je m'ennuyais du français, je m'ennuyais du Québec, je m'ennuyais quand même de ma famille. Ça faisait plus de 10 ans que je n'étais pas revenue au Québec quand même. Donc j'étais venue au préalable faire une petite résidence à Oboro, qui est un centre d'artistes ici en art médiatique. Puis je suis quand même tombée amoureuse de Montréal. J'ai retrouvé quand même je sais pas, cette joie de vivre, le bon vivant, le côté peut-être latin qui finalement, je me suis rendu compte, me manquait à Winnipeg. Tu peux-tu nous ramener à l'Arsenal puis au processus créatif? Comment ça se passe dans ta tête? C'est quoi qui commence? C'est quoi qui commence l'œuvre? Puis après, comment tu choisis des matériaux? Ça vient d'où ces choix-là? Les couleurs, les motifs? Peux-tu nous amener dans une espèce de processus de création? C'est sûr que le processus de création change dépendamment des projets, mais je suis pas mal convaincue que c'est souvent le concept qui dicte le médium que je choisis. Donc là, à l'Arsenal, c'était des thèmes imposés souvent par des artistes invités. Il y avait des grands artistes qui sont venus faire le mentorat. Puis ben c'est ça, tu as comme une boîte à outils, puis tu fouilles dedans, puis je pense qu'il faut vraiment suivre son instinct quand tu es en processus créatif. Il faut que tu comprennes
que tu n'auras pas la réponse tout de suite. Il faut que tu le travailles. Les gens ne comprennent pas parfois qu'il y a beaucoup de travail derrière la création d'une œuvre, qu'on n'a pas le big picture, comme on dit, ou qu'on n'a pas la solution tout de suite. Mais ça vient avec le travail, ça se précise, ça se raffine, ça prend forme. Puis je pense qu'il faut y croire. C'est ça. En tout cas, moi, j'aime travailler avec les matières parce que je me sens en dialogue puis en relation avec les matières. Puis il y a quelque chose aussi dans ton enfance. Ça te ramène à ton enfance à Elmer. Est-ce que tu vois un lien entre ça et le fait que tes parents fabriquaient des maisons? Oui, c'est sûr que l'Arsenal, j'ai commencé à faire du béton. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire du béton, mais c'était le médium que j'ai choisi, un côté très industriel qui m'intéressait de ça. Et grâce à ça, j'ai évolué. À un moment donné, le béton, c'était plus possible parce que c'est poussiéreux, c'est toxique. J'avais mal au dos. C'est moi qui brassais mon béton moi-même. J'avais mal partout. Donc, j'ai dit, OK, il faut que tu trouves un autre matériau, il faut que tu trouves un autre médium. Et finalement, j'ai commencé à explorer avec les matériaux de construction, faire des broderies sur des membranes d'étanchéité, des membranes, des sous-toitures, des sous-planchers, membranes paraires, toutes sortes de matériaux, styrofoam. Puis c'est plus tard, c'est récemment que je me suis rendu compte, mon Dieu, ça fait du sens parce que mes parents ont rénové tellement de maisons. Je veux dire, moi, j'étais entourée de ces matériaux-là en grandissant. Mes parents ont flippé des maisons, ils ont fait beaucoup de réno. C'est quelque chose qui était dans mon quotidien depuis l'enfance. Donc, c'est tellement drôle que ces matériaux ont finalement retrouvé une place dans mon quotidien sans vraiment que je m'en rende compte consciemment. Ouais. Puis quand tu vas chez Rona, est-ce qu'ils sont... C'est mon magasin préféré. Moi, j'adore tout ce qui est quincaillerie. C'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. C'est ça, toi, tu vas pas chez Omer de Serre. Tu vas chez Rona. Je trouve ça un peu plate, Omer de Serre. Parce que c'est juste une autre chose. Moi, j'aime quand c'est un peu chaotique, puis je rentre dans une quincaillerie comme Rona, puis je regarde les textures, je touche à toutes les textures, puis je regarde les couleurs. Mon Dieu, c'est comme des oranges flash, roses flash. Je sais pas, il y a quelque chose de très vibrant, puis toutes les qualités de bois, puis de comprendre qu'est-ce qu'on a fait pour comme les arbres qui se retrouvent dans ce contreplaqué-là, puis il vient d'où, puis comment ça marche aussi, tout ce qui est l'économie de ces matériaux-là, puis ça va se retrouver où, c'est quoi leur fonction, puis je sais pas, c'est comme c'est un tourbillon, tu peux aller tellement loin, puis pour moi, c'est fascinant. Donc, tu as eu des moments art visuel, des moments cinéma. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir ton long-métrage, ton seul long-métrage, Bootlegger, que je vous recommande de regarder. Je l'ai adoré. Mais j'ai été surprise d'apprendre que cette expérience-là a été difficile pour toi. Oui, ça a été très douloureux comme expérience. Parle-moi de ça. Parce que, sans rentrer dans les détails, mais c'est sûr que des fois, on peut pas toujours bien s'entendre nécessairement avec la production ou c'est des différences de valeur. C'est une grosse machine, le cinéma. C'est une grosse industrie. C'est des gros budgets. Mettons une œuvre que je peux faire en atelier puis ça passe pas le contrôle de qualité ou je suis pas satisfaite, je peux la garder à l'atelier. Elle a pas besoin de sortir elle a pas besoin d'exister dans le monde extérieur. Mais un film, si je suis pas satisfaite, il y a tellement d'acteurs impliqués dans la réalisation, la production d'un long métrage, le film va sortir quand même. Donc, moi, j'ai eu des différends avec ma production où j'ai senti que j'ai pas réussi à faire le film exactement que je voulais faire. Peut-être que j'ai perdu contrôle sur certains aspects. C'est une grosse machine, donc c'est ça. Ça a été une expérience un peu plus douloureuse. Mais dans tout ça, j'ai appris énormément, puis ça fait en sorte que je ne referai plus jamais les mêmes erreurs. Je sais avec qui m'entourer. J'étais jeune aussi, quand même, quand j'ai commencé l'écriture de ce film-là. Je venais d'arriver à Montréal quand je me suis mis en relation avec la production ou ceux qui allaient m'encadrer dans ce projet-là. Donc, j'avais, par manque d'expérience, peut-être, on ne fait pas les bons choix. C'est vraiment curieux, considérant que c'est tellement un beau film. La musique est extraordinaire. Puis j'aimerais ça que tu me parles justement de la musique, le rôle de la musique dans ton cinéma. Oui, la musique magnifique de Tanya Tagaq, qui est une grande chanteuse inuit, avec qui j'avais déjà collaboré. Donc, pour moi, c'était facile. Ça s'est imposé tout seul qu'elle fasse la bande sonore.
En fait, c'est parce que je voulais que le personnage, et c'est comme ça que je l'avais écrit dans le scénario, soit un personnage à part entière dans le film. Et je voulais que ça soit un territoire qui puisse gronder, se lamenter, pleurer, rire s'il faut, mais qui soit vraiment vivant. Et je trouve qu'il y avait personne d'autre que Tanya Tagaq pour incarner ça dans toutes les sons gutturaux qu'elle fait, même ce côté qui est presque, c'est ancré dans la tradition, mais il y a comme un aspect très métal ou punk de sa musique, donc ça amenait la modernité du territoire aussi. Ça s'est imposé en montage tout de suite que ça serait elle qui ferait la musique. Et là, justement, tu en parlais tantôt, là, tu reviens au cinéma après plusieurs années parce que c'est un film qui est sorti quoi? En 2021, donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu n'avais pas fait de cinéma. Donc, tu reviens avec un nouveau court-métrage cette fois-ci qui est autofinancé, je pense. Oui, autoproduit, autofinancé. Autoproduit. Pour garder le contrôle. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ton premier film, Écoué, est produit, je ne me souviens pas par qui, mais dès le deuxième film, on tombe dans ta maison de production que tu avais créée à l'époque. Donc, pour un court-métrage, tu avais donc une maison de production au départ. Mes courts-métrages sont pas mal tous autoproduits, financés. Mais la maison de production, c'était des amis avec moi. Donc, c'était juste une façon d'avoir une entité plus solide, plus sérieuse par rapport au festival ou par rapport aux décideurs, aux maisons de distribution. Ouais. Ouais. Mais là, le prochain, c'est encore une fois cette société-là, cette maison de production? Non, tu parles du court-métrage Pidikwe? Oui. Non, Pidikwe, c'est vraiment moi avec mon atelier ici toi à Montréal. Et toi. Moi et moi. OK, je comprends. Mais ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais besoin de ça, de reprendre contrôle sur ce que j'ai à dire, sur comment j'ai envie de m'exprimer. Pas qu'on m'impose une façon de travailler, qu'on m'impose des horaires. En fait, je pense que c'est ça que j'ai pas aimé dans le long métrage, c'est qu'on m'a imposé une structure qui me ressemblait pas. On m'a imposé des façons de travailler, puis on a tourné dans la communauté de ma mère à Kidigan-Dibi. On a imposé une façon de travailler québécoise qui marche dans le cinéma québécois, on va dire, mais qui fonctionne pas chez les Anishinaabe, dans une communauté. Donc, il a fallu que je me batte avec ça. Et pour le court-métrage, j'ai vraiment voulu reprendre contrôle du narratif, reprendre contrôle de essayer de trouver comment j'ai envie de travailler, dans quel rythme, quelle façon, sans qu'on m'impose des balises. Oui, parce qu'en art visuel, tu as le contrôle à 100%. En art visuel, c'est ça que j'aime de l'art visuel, justement. Mais tu ne vas pas lâcher le cinéma, c'est clair. Non, j'ai pas besoin de choisir. C'est ça. Je pense pas. Tu choisis pas. Tu continues, c'est comme les identités. Oui, voilà, elles sont fluides et puis ça cohabite. Ce qu'elle nous raconte sur le cinéma m'a frappée. L'industrie, les compromis, la perte de contrôle. Caroline aurait pu se décourager. Mais non. Elle a décidé de créer autrement, de faire les choses à sa manière et de bâtir sa liberté. J'aimerais ça aborder la question de l'argent, si ça te va. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, tu es à ton top. Tu as une dizaine et plus de courts-métrages, tu as un long-métrage, tu as des œuvres qui sont achetées par des collectionneurs, par des grands musées, donc des installations, des sculptures, etc. Je trouve qu'il y a peu d'artistes qui ont une carrière comme la tienne. Puis je me demande à quel point ça te rend financièrement confortable. J'ai une salle de bain dans mon appartement maintenant. Oui. Tu partages plus avec les locataires? Après, oui, je pense que sur papier, ça sonne vraiment fabuleux. Puis les œuvres se retrouvent dans des collections hyper prestigieuses comme celles qu'on trouve ici. Les œuvres rentrent dans les musées. Donc, on sent qu'il y a une vente d'œuvres. Après, c'est grâce aussi parce que j'ai une galerie qui me représente, mais la réalité d'une artiste, la galerie prend 50% quand même des ventes. Il faut rembourser les coûts de production, donc le loyer de l'atelier. Moi, je suis rendue à un moment où j'ai quand même 3 assistants qui travaillent avec moi à l'atelier. Donc, c'est des salaires à payer, des vacances à payer. Donc, ça devient une machine. Moi, je suis devenue une entrepreneur à travers tout ça. Donc, ça me gêne pas de parler de cette réalité financière des artistes. On pense que on roule sur l'or, mais en fait,
il y a des coûts associés à ça aussi, de pouvoir produire, de pouvoir être actif, de pouvoir voyager aussi, aller à l'international pour faire soit du réseautage, du démarchage, de pouvoir monter des expos. Donc, ça veut dire aussi encadrer les œuvres, payer les fournisseurs, acheter les matériaux. Donc, il y a quand même tout un inventaire. C'est pas... Puis comment tu vis avec la dualité là, de l'artiste? Bon, il y a l'entrepreneur, mais je pense qu'il y a aussi le développeur d'affaires. Parce que toi, tu as vendu beaucoup là, dans les musées au Canada. Tu commences à vendre pas mal ailleurs aussi. Est-ce que tu as une crainte que le marché soit saturé à un moment donné? Oui, absolument. Je pense que le Canada, ça reste petit quand même en termes de marché. Je suis peut-être pas non plus la meilleure personne pour en parler, mais je pense qu'à partir du moment où tu es rentré dans les institutions muséales à travers le Canada, que tu es rentré dans la plupart des collections privées de ceux qui collectionnent de l'art, faut quand même dépasser ça. Faut sortir des frontières du Canada pour non seulement pour, comme je disais, pour pas rester dans ses pantoufles, pour pouvoir continuer de grandir, pouvoir continuer de se dépasser. Vraiment, moi, j'ai une volonté de sortir des frontières quand même pour continuer de grandir. Est-ce que ça te génère le stress de l'entrepreneur, du développeur d'affaires? Est-ce que tu as ce genre de stress-là qui t'habite? Je pense que comme n'importe quel entrepreneur culturel, il y a une forme d'instabilité et d'incertitude. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai compris que je devenais une chef d'entreprise, je suis allée chercher de l'aide. J'ai fait des formations avec la piscine Sodec, par exemple. Puis la première chose qu'ils m'ont dit dans la formation, ils dit OK, mets l'artiste de côté, puis là, assume ton rôle de chef d'entreprise. Puis il y a eu comme un déclic dans ma tête où je dis OK, c'est vrai, là, j'ai quand même des responsabilités avec des employés, une structure financière, des dépenses. Et là, c'est devenu comme plus créatif. J'ai pu commencer à réfléchir autrement. Et ça a été super intéressant, puis ça ouvre des possibilités, puis finalement, c'est comme une autre corde à mon arc que je peux C'est comme ajouter. une multiplication de tes atouts. C'est ça, puis j'ai une volonté vraiment de bien faire les choses, donc de trouver les outils pour avancer, que les fondations soient solides avant de construire par-dessus. Y a-tu des méthodes de mise en marché avec lesquelles tu es inconfortable? Et si oui, lesquelles? Je sais pas si je pense tant à la mise en marché. Là. Je suis peut-être pas l'entrepreneur comme ça. Moi, j'aime le côté entrepreneur créatif, mais la mise en marché, je pense ça va être la galerie, c'est la galerie qui va s'occuper de ça. OK. Ouais. Bon, tu es une artiste en demande, tu es au top. Chaque année, tu atteins un nouveau sommet, j'ai l'impression. Tout récemment, tu as exposé ta plus grande œuvre à vie à l'Institut d'art contemporain de Boston, ICA. Et c'est drôle parce que c'est Jeffrey Gibson, qui le même artiste là, que tu avais rencontré à Winnipeg, qui organise cette grande exposition. Et tu vas être là jusqu'en janvier. Oui, c'est 18 mois d'exposition. Janvier 2027. Je suis curieuse de savoir cette œuvre-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que c'est une grande, grande œuvre sur un mur. Donc, c'est mural, c'est comme une murale. Mais c'est monumental. Oui, c'est une œuvre de quand même 46 pieds de long par 26 pieds de haut. Là. Puis ça occupe l'entièreté du hall d'entrée. Je pense que c'est mon œuvre la plus ambitieuse à vie parce que ça m'a pris 7 mois à temps plein pour la produire. J'avais 2 couturières à l'atelier temps plein. Puis il y avait, je pense, dans la façon de planifier l'œuvre, j'ai senti que j'ai atteint un autre plateau parce que j'ai été obligée de réfléchir à la façon de le faire, réfléchir à la façon dont elle va être transportée, comment elle va être assemblée. J'ai travaillé beaucoup avec des consultants en architecture pour qu'on puisse définir comment la séparer en morceaux. Moi, j'avais pas envie de faire une œuvre qui, au bout de 18 mois, va se retrouver aux poubelles, même si c'est in situ. J'ai envie que cette œuvre-là puisse durer dans le temps. Donc, je l'ai vraiment pensé en fragments, en morceaux qui puissent s'assembler, se désassembler et qui peut se transformer selon les endroits où elle va être exposée dans le futur. OK. Donc, elle va voyager. Bien, j'espère. Pour l'instant, elle est à Boston, mais j'espère que l'œuvre va avoir une nouvelle vie dans le futur. Là. Ouais. On observe une grande effervescence artistique pour les Autochtones. Hein? On voit ça depuis des années, mais particulièrement dans les dernières années. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Oui, finalement. Oui.
je me demande, c'est quoi, selon toi, la suite pour les communautés autochtones? Comment tu vois l'avenir maintenant que tu constates cette effervescence-là? Bien, je pense qu'on a tous les moyens pour sortir de notre isolement. Je vois ça vraiment le fun. Tous les artistes aujourd'hui que je rencontre, la nouvelle génération, ils utilisent vraiment tout, là, les réseaux sociaux. Ils prennent la place, ils demandent plus permission pour s'exprimer. Je trouve qu'ils ont une grande confiance en eux, puis c'est très excitant de voir ce qui s'en vient. Puis je pense qu'il y a maintenant aussi tous les modèles pour les inspirer. Quand je vois une expo comme Kent Mockman, qui est monumentale, et que je vois pas juste les jeunes autochtones, mais tous les jeunes Canadiens qui trouvent ça extraordinaire, puis qui trouvent ça edgy, puis le fun, puis qui s'inspirent. Je pense que ça commence justement que on voit aussi dans les prix Sobeys les artistes autochtones qui remportent les honneurs. Je pense que on devient finalement des inspirations pour pas juste notre propre communauté. Puis ça, c'est intéressant. Puis de quoi rêves-tu, Caroline? De beaucoup de choses. On a du temps, là. Fais-moi la liste. Mais concrètement, ou juste moi, je rêve. Déjà, je trouve que je suis vraiment privilégiée puis chanceuse de faire un métier qui me passionne. Quand je me lève le matin, d'avoir envie d'aller à l'atelier, de pas sentir la fatigue du métier ou de pas sentir que je fais donc un métier plate puis que j'attends ma retraite. Là. Moi, je veux pas prendre de retraite jamais dans ma vie. Là. J'espère être comme Alanis Obomsawin à 93 ans en train de faire encore un film. Ou c'est ça, je rêve à ça. Là. Elle joue dans Bootlegger, je pense. Non, c'est Joséphine Bacon qui joue dans Bootlegger. Mais Okay. aussi, quelqu'un comme Joséphine Bacon, c'est une grande inspiration pour moi. Ces femmes-là qui restent entières, qui restent intègres et qui continuent de travailler, qui s'impliquent dans toutes sortes de projets, tout en redonnant à la communauté, tout en redonnant aux prochaines générations, en restant dans cette générosité de l'artiste, sont pas blasés. Moi, je rêve de ça, vraiment, de pouvoir continuer, moi, à rester curieuse, puis excitée. Puis souvent, on me dit, t'en fais tellement, comment tu fais pour naviguer d'un médium à l'autre? Puis moi, je le sens pas. Je veux dire, je passe plein de temps dans le bois, puis j'ai l'impression de profiter vraiment de la vie. Puis je pense que je profite de la vie parce que j'aime tellement ce que je fais, puis c'est des rencontres hallucinantes à chaque fois. Avant de passer au questionnaire Brave, j'ai envie de vous faire entendre 2 extraits de notre période de questions. Caroline y parle des émotions qu'elle veut transmettre dans ses œuvres, dans un premier temps, et dans un second, elle nous parle de son identité de femme artiste. C'est une grande question philosophique. J'ai toujours eu envie que on se sente inspiré. J'ai toujours eu envie que le travail soit tourné vers l'avenir plutôt que par le passé. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de chaos dans le passé qu'il faut réussir à guérir. Donc, souvent, mes œuvres, j'essaie que ça soit un baume sur ce qui s'est passé. Beaucoup de travail, je le fais pour ma mère, pour mes tantes en général, pour mon grand-père aussi. Donc, j'ai envie qu'on soit capable de... C'est toujours des valeurs d'unité, de respect, de compréhension. Puis aussi qu'on trouve ça le fun. Je ne sais pas si vous regardez un peu ce que j'ai fait en cinéma. Je donne un exemple d'un film comme Mobilize. J'ai envie que les gens soient énergisés, avoir des Autochtones à l'écran qui trouvent ça font des affaires pas mal badass. Tu sais. J'ai jamais voulu qu'on me définisse par... déjà, j'ai toujours essayé d'aller à l'encontre du fait qu'on me définisse comme une artiste autochtone ou comme une femme. Ou j'ai toujours voulu que mon travail se fasse respecter pour ce qu'il est. Et souvent, même, je me rappelle, à un moment donné, je donnais une conférence à la Sorbonne à l'époque et j'étais la dernière à passer. Et pendant 3 jours, ils parlaient de l'art contemporain autochtone. Et j'ai commencé ma présentation en disant que je croyais pas dans l'art contemporain autochtone. Je croyais dans des artistes autochtones qui faisaient de l'art contemporain. Parce que sinon, ça nous met une étiquette et ça nous stagne dans le temps. Et on peut plus dépasser ces boîtes dans lesquelles on essaie de nous placer.
Et puis c'est pareil, j'ai eu toujours cette vision aussi avec les femmes. Après, je suis féministe, j'encourage. Quand je suis en cinéma, j'écris des personnages féminins forts. J'essaie de les photos que je fais, je représente tout le temps des femmes autochtones. Donc j'essaie de quand même contribuer positivement à ces rapports de force. Bien, merci. On va passer maintenant au questionnaire Brave. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour te donner du courage? Je me rappelle que la perfection est pas... elle n'existe pas. Donc, je me rappelle que c'est correct d'être imparfaite puis de me ramener à l'authenticité. Après, le courage va suivre. Puis, c'est quoi être brave pour toi? Je pense que c'est d'être intègre avec ses valeurs et sa parole, puis d'être fidèle à ce qu'on croit, à sa vérité, même si c'est pas toujours confortable ou populaire. T'sais. Je pense que c'est vraiment ça, être brave. Puis, qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Bien, quand je dois parler en public, les gens ne le savent pas, mais je suis très timide. J'aime pas tant parler en public, mais souvent, j'ai comme un mantra, puis j'ai ça depuis, je me rappelle être à l'école, là, puis devoir faire des exposés oraux. Puis je me dis, t'es belle, t'es bonne, t'es intelligente, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es intelligente, t'es capable. C'est comme un mantra. Mais ça date depuis genre l'âge de 14 ans là, que je me dis ça. Fait que, ouais. Puis à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Ben, j'ai pas été brave quand ce moment de ma production avec mon premier long métrage, j'aurais dû mettre mon pied à terre puis suivre mon instinct puis dire on va mettre un frein, je vais prendre un pas de recul au lieu de juste suivre quelque chose qui m'était imposé. Je savais que c'était pas bon, mon instinct me disait t'es pas à bonne place, t'es pas aligné, mais j'ai pas été brave à ce moment-là, j'ai juste suivi ce qu'on attendait de moi. Ouais. Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis? Bien, je pense toutes les personnes qui ont comme des défis dans leur vie, mais qui se plaignent jamais. Puis c'est sûr que la première personne qui me vient en tête, c'est ma mère. Parce que j'ai l'impression que c'est beau d'avoir, mettons, une enfance un peu tumultueuse ou un bagage culturel ou qui a été opprimé ou qui a été, tu sais, de sentir que tu viens de loin, mais qu'elle a réussi à transformer chaque moment de la vie en quelque chose de vraiment magique, avec beaucoup de générosité. Puis ça, pour moi, c'est comme de la résilience. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? J'aimerais leur dire que c'est pas ce qu'ils vivent en ce moment, c'est pas la destination finale. Que ça va passer, puis que c'est important, puis que tout se construit pas du jour au lendemain, c'est un pas à la fois, puis ça va bien aller. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir ouvert le chemin vers ton histoire, vers ta vie. Merci pour ton témoignage. Merci de l'invitation, c'était vraiment sympathique. Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme entière, une artiste libre qui ne cherche pas à plaire, mais à rester fidèle à elle-même. Caroline avance, elle explore, elle crée avec sensibilité, avec force, avec vérité. Je la remercie pour sa générosité. Et chers braves, je vous souhaite à vous aussi de vivre à votre manière. À très bientôt pour un prochain épisode. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.